le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcasteuse. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 11 de Sortie de cadre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'ai enregistré il y a quelques semaines où je reçois Aline Maurer. Aline Maurer nous vient de Suisse, elle accompagne les personnes à l'aide du Human Design et c'est de ce sujet que l'on va parler avec elle aujourd'hui. Comment le Human Design peut nous aider dans notre vie professionnelle? Si ça vous intéresse d'en savoir plus, alors vous êtes au bon endroit. Juste petit disclaimer avant de vous laisser écouter l'épisode, le jour de l'enregistrement, mon voisin avait eu la bonne idée de jouer au marteau-piqueur. Donc bien que j'ai pu atténuer un peu le bruit au montage, ne vous étonnez pas s'il vous reste un peu de bruit de fond. Je m'excuse d'avance pour ce petit inconvénient. Cependant, l'épisode reste tout à fait audible dans l'ensemble et surtout, le contenu en vaut la peine. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et merci Aline d'avoir répondu présente à cette invitation. Avec grand plaisir Sarah, merci pour cette invitation. Mais j'avais envie de t'inviter sur le podcast, en tout cas pour parler de cet outil hyper puissant et passionnant, en tout cas pour ma part, qui est le Human Design. Parce que toi, tu es facilitatrice, enfin je pense que ça se dit comme ça. En Human Design, tu accompagnes les personnes et du coup, tu as cette expertise-là et tu vas pouvoir nous en parler, en tout cas dans tout ce qui est épanouissement professionnel. Donc du coup, moi Aline, j'ai entendu parler de toi grâce à Laura Nathalie qui avait lancé la formation, enfin un programme de formation et on s'était rencontrés dans un groupe où on a continué ensemble au sein des constellations créatives. C'est la première fois que j'ai entendu parler du Human Design grâce à Laura Nathalie qui en avait parlé dans un de ses lives. Et en étant intriguée par ce nom-là que tout le monde parlait autour de moi, que je me suis un peu plus renseignée sur le sujet. Et ici, le Human Design, je trouve que c'est passionnant. On pourrait vraiment passer des heures et des heures et aller regarder un peu plus ce que notre charte nous dit. En fait, c'est un outil qui date des années 80, mais qui est basé en fait sur des traditions ancestrales comme l'astrologie, comme le Yi Qing chinois qui vient de la Chine ancienne et des choses comme ça. Donc ça rassemble en fait des traditions anciennes, mais dans un outil moderne, on pourrait dire, qui date d'il y a quelques dizaines d'années. Et du coup, Aline, la première question que je voulais te poser, c'est qui est Aline et comment est-ce que tu en es arrivée à devenir accompagnante dans le Human Design? Alors j'ai fait beaucoup de choses avant de faire du Human Design. Je vais essayer de la faire courte pour pas que ça prenne trop longtemps. Mais à la base, en fait, je me suis formée en biologie et en botanique. Donc j'ai une formation scientifique à la base. Mais très vite, pour diverses raisons, en fait, j'ai changé de direction et je suis devenue bibliothécaire. Donc je me suis mis à travailler avec les livres et principalement en fait dans des bibliothèques scolaires. Et c'est vrai que là, comme on parle d'épanouissement professionnel dans ton podcast, c'est vrai que j'ai jamais trouvé un épanouissement complet, on va dire, dans ma vie professionnelle. C'est vrai que mon job de bibliothécaire, il est très sympa et je suis toujours bibliothécaire. Il est très sympa, j'aime bien faire ça, mais je me suis retrouvée au bout d'une dizaine d'années dans une situation où j'avais une certaine frustration de me sentir stagnée, en fait, de pas avoir l'impression d'évoluer et finalement de faire un peu toujours la même chose. Et j'ai eu envie de développer d'autres compétences et pour peut-être un jour pouvoir en vivre ou pas, mais voilà, développer d'autres compétences et pouvoir un peu évoluer comme ça dans ma situation professionnelle. Du coup, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle la bibliothérapie. Alors, entre le Human Design et la bibliothérapie, je suis un peu spécialiste des trucs bizarres que les gens connaissent pas. Mais la bibliothérapie, c'est aussi quelque chose qui est assez connu dans le monde anglophone, mais peu dans le monde francophone. Et en fait, c'est vraiment le fait de prendre soin des gens et d'accompagner les gens par la lecture et les livres. Donc, sachant que j'avais déjà ce côté professionnel par rapport aux livres,
et que j'ai aussi presque 20 ans d'expérience en fait dans le bouddhisme tibétain et dans le fait d'enseigner la méditation à des gens. Pour moi, la bibliothérapie, c'était vraiment quelque chose qui permettait de combiner ces deux expériences en fait que j'avais dans ma vie pour mettre ça au service des autres. Donc j'ai développé une activité d'accompagnement en bibliothérapie. Et puis un jour, ben, comme toi, grâce à Laura Nathalie aussi, mais c'était un petit peu avant toi, j'ai découvert le Human Design parce qu'à l'époque, elle nous faisait des petites masterclass dans un club qu'elle avait mis en place. Et elle avait fait une masterclass sur le Human Design. En fait, ça m'a tout de suite parlé. Moi, j'adore les systèmes comme ça, assez complexes, riches, que tu peux étudier comme ça en long et en large et ne jamais avoir fini de les étudier. Et quand j'ai mis un petit doigt comme ça dans le Human Design et finalement, j'y suis rentrée complètement parce que, bah, justement, j'ai trouvé un outil qui était passionnant et qui satisfaisait, en fait, mon besoin d'études, de compréhension et d'évolution et qui me paraissait être un outil super à mettre à disposition bah, des personnes que j'accompagnais en premier avec la bibliothérapie et maintenant aussi avec le Human Design. Donc voilà, du coup j'ai décidé de me former au Human Design et puis bah actuellement c'est devenu mon activité principale par rapport à la bibliothérapie, mais les deux se combinent aussi. Donc voilà, j'ai ce chemin-là qui m'a amené au Human Design aujourd'hui. Et en tout cas, on sent que tu as trouvé ce qui te correspondait. Ouais, ouais. Et je pense que, enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi quelque chose de très aligné à mon human design à moi, parce qu'évidemment, ben, quand tu te mets à étudier le human design, ben, d'abord, c'est une expérimentation avec soi-même. On l'applique à soi, c'est quelque chose, c'est pas un outil qui en 5 minutes nous offre quelques informations, puis ensuite on s'arrête là. En fait, c'est une expérimentation quotidienne d'arriver de plus en plus à être en alignement en fait avec ce qu'on est. Et du coup, bah oui, avec mon human design à moi, en fait, il peut s'exprimer pleinement dans le fait d'accompagner des gens avec cet outil. Donc c'est encore plus parfait pour moi, on pourrait dire. Du coup, Aline, est-ce que tu voudrais te prêter à un tout petit jeu que j'aime beaucoup faire intervenir l'info intérieure, qui provient du jeu Le Brin Jazzette, qui est un jeu québécois qui apprend à mieux se connaître sous forme de cartes. C'est juste, je pioche une carte et je te pose une question au hasard. Est-ce que tu es d'accord de te prêter à ce jeu-là? Ça marche. Allons-y. Quel est le film qui t'a le plus marqué? Le film qui m'a le plus marqué. Waouh. Je suis très mauvaise à ce genre de questions parce que, en fait, pour tout te dire, moi j'ai une mémoire de poisson rouge pour tout ce qui est film et livres que je lis et tout. Donc, en tant que bibliothérapeute, quand je lis un livre, je note, j'ai une liste de tout ce que j'ai lu, tu vois, avec des résumés, des mots-clés en bonne bibliothécaire pour m'en rappeler. Waouh, un film que j'ai beaucoup aimé. Bah, en fait, je vais simplement te parler du dernier que j'ai vu, ça va être plus simple. Ouais, En super. fait, le dernier que j'ai vu, c'est un film qui s'appelle Nomadland et qui est une fiction, mais en fait, quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est un documentaire, tellement c'est tourné un peu à la manière d'un documentaire, et en fait, ça retrace le parcours de ces personnes aux États-Unis en fait, qui ont plus rien et qui se mettent à vivre comme des nomades en van. C'est un peu la van life, mais forcé parce que les circonstances les obligent à le faire ou à vivre en caravane, etc. Et j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Déjà esthétiquement, c'est un film magnifique. Et puis aussi, ça montre en fait toute la solidarité et l'humanité entre ces gens en fait qui se construisent en sorte de communauté mouvante comme ça, qui se font et qui se défont. Et ouais, c'était un très très beau film. Super, ça donne envie en tout cas de le voir. Et puis j'en avais entendu parler, donc là, Ouais, je il a pense. gagné des prix, je sais plus quel prix, mais il a gagné des prix parce que vraiment c'est un chouette film. Deuxième question, quel est, bah, peut-être que tu nous as un petit peu parlé, mais voilà, tu vas nous dire quel a été ton premier petit boulot. Mon premier petit boulot, alors boulot officiel, ça devait être caissière dans un supermarché, parce que voilà, comme job d'été quand j'étais jeune, j'ai fait ça pour pouvoir me payer bah, des voyages, partir en vacances et des choses comme ça. Donc voilà, c'était à part les petits boulots où j'étais payée par mes parents pour faire deux trois tâches ménagères pas très cool et puis mais ça c'était pas très officiel. Donc ouais, c'était caissière dans un supermarché. Troisième question, quel est ton site internet préféré en ce moment? Mon site internet préféré. YouTube.
Je me perds sur YouTube. Enfin voilà, je sais pas si on appelle ça un site internet, mais pour moi, voilà, je pense que c'est le site internet sur lequel je passe le plus de temps. Autant pour regarder des choses intelligentes que des choses pas intelligentes du tout, ce qui est un problème parce que ça peut perdre beaucoup. Mais ouais, clairement, c'est sur YouTube que je passe le plus de temps. Et dernière question, quel est le repas de ton enfance que tu aimerais qu'on te prépare à nouveau? Un hachis parmentier. Hmm, Tu vois ce que c'est? ouais. Ouais, ouais. J'ai eu une Je crois que mésaventure ouais. avec un... Ah non, c'était pas un hachis parmentier, c'était une moussaka, mais j'ai eu une mésaventure du coup. Voilà. Mais c'est très bon le hachis parmentier. Ouais, ouais, et ma maman, elle le faisait bien, donc ouais, ça, c'est sympa. Ben merci en tout cas d'avoir de t'être prêté à ce petit jeu. Du coup, on va passer au sujet qui nous amène sur cet épisode, qui est le Human Design. Est-ce que tu peux nous en parler en général, ce qu'est le Human Design? Alors d'où ça vient, tu nous as un petit peu dit, mais qu'est-ce que ça permet finalement? Mhm. Alors en fait, le Human Design, il part des informations de naissance de la personne, donc la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Et puis avec ces informations, en fait, on génère ce qu'on appelle une charte personnelle, qui est une sorte de d'image en fait de stylisée d'une personne avec 9 centres énergétiques qui sont plus ou moins reliés par des canaux. Donc c'est le résultat en fait de la mise en commun des outils, comme je disais tout à l'heure, de l'astrologie, du I Ching chinois, et puis aussi du système des chakras hindous, même si au lieu d'avoir 7 chakras au centre énergétique, il y en a 9 dans le Human Design. Et en fait, à partir de cette charte, on peut décrire toutes sortes de caractéristiques en fait de la personne. Et pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Alors comme tu disais, ça peut parfois sembler être un peu des étiquettes qu'on se collerait. Je pense que dans un premier temps, c'est très aidant de se coller des étiquettes parce que ça permet de se reconnaître, de se sentir faire partie en fait d'un certain groupe de personnes qui seraient comme ci ou comme ça. Mais ensuite, c'est vraiment quelque chose qu'on est invité à dépasser et en fait, on se rend compte que ces étiquettes qu'on peut sembler se coller dans le human design, c'est quelque chose qui est enrichi par tout le reste de la charte de la personne. En fait, pour te donner un exemple, le Human Design, il décrit 5 types. C'est un petit peu des sortes de personnalités énergétiques comme ça et de manières de fonctionner dans le monde. Donc on pourrait se dire, ah oui, moi je suis projecteur, moi je suis manifestor et c'est une étiquette qu'on se colle. Mais en fait, ça va être coloré par tout le reste des informations que la charte nous apporte. Et du coup, c'est une étiquette qui est sacrément challengée en fait par toutes sortes d'autres caractéristiques. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui nous permet en fait de comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités naturelles, quelles sont les choses pour lesquelles on est naturellement bon, qui vont être naturellement faciles pour nous, et quelles sont les choses qui sont peut-être davantage des sources de vulnérabilité, des choses où on va être influençable, où on doit être un peu plus vigilant en fait pour pas se laisser conditionner. Le conditionnement, c'est un mot important aussi dans le human design, pas se laisser conditionner par les énergies extérieures. Donc, c'est quelque chose de très complet pour mieux se comprendre. Et souvent, c'est quelque chose où on se dit, ah, les gens ont souvent ce terme de soulagement, en fait, quand ils découvrent le human design, de se dire, ah, mais c'est normal que je sois comme ça. Je croyais que ça, c'était pas normal, ou ça, pourquoi je suis pas comme les autres, ou ceci, cela. Et puis là, on peut se dire, bah non, voilà ce que je suis, et puis c'est ok. Et puis à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait, de toutes ces cartes que j'ai en main? Ouais, c'est vraiment ça. Et rien que découvrir, ben alors, je pense qu'il y a trois informations pertinentes, enfin les premières à connaître, qu'on sait assez repérer facilement, qui est le type, le profil et l'autorité, je pense. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment les 3 informations, les premières en général dont on prend connaissance et peut-être les plus faciles à expérimenter, les plus faciles à prendre en main. Et puis ensuite, on peut aller plus en détail dans justement les portes, les canaux euh, qui sont représentés dans le bodygraph, la charte. Et puis ensuite, il y a encore d'autres couches Mhm. à analyser. C'est vraiment le human design, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir très très complexe. On peut le présenter de manière très simple et essentielle avec les informations principales, et puis ensuite on peut vraiment aller dans des choses plus complexes. Ouais. Oui, donc du coup, on peut aller découvrir rien que ces trois premières informations-là en encodant sa date de naissance, un petit peu comme en astrologie finalement, sa date de naissance, son heure de naissance, et puis on a sa charte
directement qu'il faut après décoder parce que évidemment il y a toutes les informations. Moi j'ai la mienne ici, il y a toutes des informations, alors c'est assez complexe quand on s'y connaît pas du tout. Mais rien que ces trois informations là, bah ça déjà ça. Moi je me souviens rien qu'en découvrant que j'étais profil générateur, bah déjà c'est déjà une première indication. Puis le type, en fait, on a l'impression que plus on découvre des choses, plus on va à l'intérieur et on précise encore plus les choses. Est-ce que tu peux nous parler brièvement des types, les Mhm. 5 types en Human Design? Ouais, tout à fait. Donc juste pour préciser, en fait, il y a plusieurs sites qu'on trouve facilement en tapant Human Design ou Design humain sur Google, où justement, bah, comme tu dis, on peut rentrer les informations de naissance et puis en fait, ça nous génère cette charte personnelle. Après, c'est vrai qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'informations et puis, alors on peut trouver des informations générales comme ça en cherchant sur Google. Et puis après, bah, si on veut vraiment rentrer dans les subtilités de la chose, c'est vrai que c'est nécessaire de se faire accompagner par quelqu'un qui a vraiment étudié le truc en détail pour justement trouver on va dire les nuances. Parce que comme tu dis, tu es générateur, mais tu vas pas être générateur de la même manière que toutes les autres personnes qui sont générateurs parce que tout le reste de la charte va influencer en fait ta manière d'être générateur. Donc oui, il y a 5 types. Les types, donc c'est vraiment un peu la manière dont on va le mieux interagir avec le monde, notre dynamique énergétique en fait, et ce qu'elle implique en fait dans notre relation aux autres et au monde. Donc il y a ce qu'on appelle les manifestors, les générateurs, les manifesting générateurs qui sont qui sont des générateurs mais un peu manifestors, les projecteurs et les réflecteurs. Pour redonner vraiment des informations très très essentielles, on peut dire que en fait, il faut se dire que ces types, ils sont tous un peu différents, mais ils sont complémentaires. Si tu imagines l'humanité, on a besoin de ces 5 énergies pour que le monde fonctionne d'une certaine manière. Et les manifestors, ça va être les personnes qui auront l'énergie de créativité, d'innovation. C'est les personnes qui vont télécharger des nouvelles choses à mettre au monde, voilà, qui vont lancer des nouveaux projets, des nouvelles idées, mais qui sont pas faits en fait pour mener à bien sur le long terme ces choses qui vont générer. Donc ensuite, on a les personnes qui sont manifesting générateurs ou générateurs, qui elles ont l'énergie durable et fiable pour se saisir d'une de ces choses qui va être juste pour la personne et ils vont pouvoir la mener à terme en fait. Ils vont vraiment pouvoir développer, si on imagine un projet, tu vois, un projet qui va être imaginé par un manifestor et ensuite le générateur va prendre ce projet et puis va le mener à terme parce qu'il a l'énergie pour le faire. Le manifesting generator, lui, il a cette énergie pour mener les choses à terme, mais il a aussi le côté un petit peu créatif du manifestant. Les projecteurs, eux, ils ont une énergie de guidance. En fait, c'est des personnes qui, grâce à leur aura énergétique, vont vraiment voir les autres. Ils sont faits pour des interactions individuelles, tu vois, de un à un, comme ça, et ils vont vraiment pouvoir voir pleinement la personne qu'ils ont en face d'eux, la comprendre et du coup lui renvoyer ce qu'elle est sous forme de guidance, de conseil. Donc c'est une énergie comme ça de guidance. Et puis les réflecteurs, eux, ils sont très particuliers parce qu'en fait, ils ont tout leur centre énergétique, ce qu'on appelle non défini en Human Design. Ça veut dire qu'en fait, tout leur être va absorber et capter l'énergie de l'extérieur. Et donc, eux, ils ont un rôle de miroir. Ils vont refléter, en fait, l'énergie de l'environnement et des gens dans lesquels ils se trouvent et leur refléter la santé ou la non-santé, en fait, de ce qu'ils captent. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir aider à guérir, en fait, l'environnement, les gens, les énergies, etc. et guider pour que on aille vers plus de santé dans tous les sens du terme. Donc, tu vois, c'est des énergies très différentes comme ça et chacun va fonctionner d'une manière différente avec une dynamique énergétique différente. Donc ça, c'est vraiment de manière très essentielle les 5 types. Et du coup, par rapport aux générateurs, je sais que c'est vraiment ceux qui sont le plus présents dans la population. Je pense qu'on parle de 60 ou 70% avec les manifesting générateurs. Comment est-ce que toi tu peux expliquer le fait qu'il y ait plus de générateurs que d'autres types? Alors, il n'y a pas une raison particulière. Effectivement, si tu prends les générateurs et les manifesting générateurs, c'est 70% de la population.
d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne sera pas toujours comme ça. Dans le sens où apparemment, dans les années à venir, d'après la théorie du human design, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde de générateurs et dans le futur, on sera plutôt dans un monde de projecteurs. Les projecteurs vont prendre plus de place et probablement que les réflecteurs aussi. Donc, je pense que c'est plutôt une question d'époque. Après, je ne saurais pas te dire pourquoi. Je pense que c'est simplement des coïncidences astrologiques, tu vois, par rapport à la configuration des astres. Mais je pense que, ouais, dans le futur, ça va changer. Donc, je pense que c'est une question d'époque. Oui, parce que finalement, les générateurs, c'est vraiment ceux qui sont plus dans le faire, et les réflecteurs, ce sont qui sont plus dans l'être, et les projecteurs aussi, finalement. On pourrait considérer ça comme ça, finalement. Exactement. Disons que là, avec 70% de générateurs et de manifesting générateurs, on est vraiment dans une société où tout nous pousse à être endurant, à être performant, à être productif. Tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment un truc parce qu'en fait, les générateurs et les manifesting générateurs, ils ont ce qu'on appelle le centre sacral défini. Le centre sacral, c'est un des 9 centres énergétiques du Human Design et c'est vraiment le centre de la force vitale, tu vois, le centre de l'énergie qui fait tourner le monde. Et en fait, quand tu as ce centre défini, c'est une énergie que tu possèdes de manière intrinsèque, que tu produis toi-même et du coup que tu peux expérimenter de manière fiable, de manière durable et continue. À l'inverse des 3 autres types qui n'ont pas ce centre défini et qui du coup n'ont pas accès à cette énergie de manière fiable, durable et continue et du coup qui sont pas faits pour faire et pour travailler de manière super soutenue en fait. Alors c'est une énergie qu'on va pouvoir emprunter aux manifestors et aux générateurs et aux manifesting générateurs qui sont autour de nous, mais en même temps on peut pas faire comme si on avait ce centre sacral défini en continu. C'est quelque chose d'épuisant. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup plus de repos, qui vont pouvoir peut-être travailler de manière plus intense mais plus courte et se reposer. Et étant projecteur, clairement, on n'est pas fait en fait pour vivre dans ce monde ultra intense et ultra basé sur la productivité qu'on a actuellement. Donc oui, je pense que c'est une des choses principales que les gens qui n'ont pas ce centre sacral défini découvrent en fait avec leur human design, c'est de dire ah mais c'est normal en fait que j'arrive pas à suivre. Tu vois que ce rythme qu'on m'impose en fait il est pas fait pour moi et c'est pas que je suis pas normale ou que je suis nulle ou que pourquoi j'ai pas assez d'énergie etc. C'est juste qu'on n'est pas fait pour ça en fait. Oui, on y reviendra un petit peu en parlant de l'épanouissement professionnel. Est-ce que toi, du coup, comme tu es facilitatrice, enfin, comme tu accompagnes les gens dans le human design, à force d'avoir des personnes qui viennent te voir, est-ce que tu peux reconnaître via l'énergie si c'est quelqu'un qui est plus générateur, quelqu'un qui est plus projecteur, quelqu'un qui est plus réflecteur? Ou vraiment, il faut vraiment voir la charte pour... Après, c'est une question de sensibilité, je pense. Alors écoute, enfin c'est un petit jeu un peu, tu vois, j'essaye de. Le problème c'est que souvent les gens que je côtoie beaucoup et donc dont je connais l'énergie, souvent bah je connais pas leur charte en human design, puis c'est un peu bizarre d'aller vers les gens en disant ah bah tu veux pas me dire à quelle heure t'es né, quelle date t'es né et tout. Et puis souvent, enfin il y a des clients que je connais un peu avant tu vois, que j'ai déjà fréquenté avant de faire leur charte, mais d'autres pas du tout, donc du coup bah, je les découvre en sachant déjà qui ils sont du point de vue du human design. Mais oui, pour moi, j'ai l'impression que on peut un peu ressentir l'énergie des gens. Personnellement, je sais que quand je fais des accompagnements, par exemple avec des projecteurs, c'est très agréable parce qu'il y a comme une espèce de reconnaissance mutuelle de l'énergie et c'est quelque chose de très doux, de très calme, tu vois, on est posé, on discute. Alors que souvent, si je fais quelque chose avec quelqu'un qui a justement ce centre sacral activé, ben, je sors de l'accompagnement en étant un peu survoltée, tu vois, c'est genre, waouh, 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 là, j'ai capté plein d'énergie, maintenant, non, il faut que je la fasse, que je l'expulse un petit peu, quoi. Donc, oui, oui, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on peut ressentir de la part des autres, tout à fait. Et récemment, j'ai eu la possibilité de discuter avec une réflecteur les réflecteurs, ils sont très rares, c'est 1% de la population, donc du coup, c'est assez rare, en fait, d'en rencontrer. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce que ça se manifeste dans l'énergie de la personne. Et oui, il y a quelque chose qu'on peut vraiment reconnaître, je trouve. Ouais.
Par rapport du coup au profil, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que moi, au-delà du type, c'est vraiment le profil qui m'a le plus bluffé dans ce que j'ai pu trouver comme information, parce que moi je suis de profil 3-5, donc Ok. c'est ça qui m'a vraiment, je me dis, ah oui, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça, ok. Ouais, ouais. Alors le profil en fait, il part de ce qu'on appelle justement les hexagrammes en Yiking chinois. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent connaissent le Yiking, mais en fait c'est un ensemble de 64 hexagrammes, et les hexagrammes c'est simplement des empilements de 6 lignes, soit yin, soit yang, donc des lignes continues ou des lignes interrompues pour les lignes yin. Et en fait, notre profil, donc comme il y a 6 lignes, bah, elles sont numérotées de 1 à 6. Et en fait, notre profil, il est composé de 2 de ces lignes. Donc toi, tu es 3, 5, moi je suis 2, 4, voilà, on peut être 4, 6, 1, 5, etc. Alors, toutes les combinaisons sont pas possibles, mais voilà, c'est une combinaison de ces 2 lignes. Le premier chiffre, en fait, c'est une ligne qui est consciente, donc c'est quelque chose dont on a conscience en général, qui se manifeste dans notre vie et dont on a conscience. Et puis la deuxième, elle est inconsciente, donc souvent c'est quelque chose que les autres voient en nous, mais que nous-mêmes on a de la peine à voir. Et en fait, ces lignes de profil, c'est comme des sortes de traits de personnalité qu'on va manifester et avec lesquels on va être dans le monde. Bah peut-être, alors si on fait les 6, ça va être un peu long, mais par exemple, toi, si tu es 3, 5, ben voilà, le 3, c'est une ligne qu'on pourrait appeler l'expérimentateur. Elle s'appelle le martyr à la base, mais c'est peut-être pas super positif comme, mais c'est dans le sens où c'est des personnes qui vont être tout le temps en train de faire des expériences, qui apprennent en faisant des expériences, qui trouvent ce qui est juste pour elles en faisant des expériences et du coup en se plantant beaucoup aussi, parce que tu fais des expériences, tu y arrives pas, tu te plantes, tu réessayes, machin, jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Donc c'est martyr dans le sens où elles vont essayer pour les autres et se planter un peu pour les autres, tu vois. Mais on peut dire expérimentateur parce que c'est vraiment cette idée de devoir faire l'expérience des choses pour trouver ce qui fonctionne. Et après, c'est aussi un cadeau que les personnes qui ont une ligne 3 peuvent transmettre aux autres, de dire, bah, moi j'ai testé, voilà ce qui fonctionne, pourquoi, etc. Et puis ta ligne 5, en fait, c'est une ligne qui est vraiment là pour penser différemment, penser out of the box, comme on dit en anglais. C'est des personnes qui vont être innovantes, qui vont pouvoir apporter des solutions innovantes au monde et souvent aux gens extérieurs à leur propre communauté. C'est des personnes qui vont souvent avoir des rôles un peu de leader. Alors c'est pas forcément de leader de milliers de personnes, on est d'accord, mais des rôles de leader parce que les gens vont s'appuyer sur elles pour bah, justement trouver des solutions et avoir des idées innovantes. Et ça va souvent être au service de gens qui vont être des inconnus, en fait, qui vont faire partie du monde en général et pas de leur propre communauté. Ça, c'est en quelques mots. Alors, il y aurait plus à dire sur chacune des lignes, mais tu vois, c'est une sorte de voilà personnalité et de manière de fonctionner dans le monde et du coup de compétences qu'on va pouvoir apporter aussi au monde. Ouais, et puis je sais bien qu'il y a les 3 premières lignes qui sont plutôt, qui fonctionnent du coup différemment que les 3 dernières lignes. C'est vraiment par catégorie, je pense. C'est pour ça que il y a des chiffres qui ne s'associent pas. Ouais, en fait, les 3 premières lignes, elles sont plus intrapersonnelles, donc c'est par rapport à soi. Et puis les 3 lignes suivantes, elles sont plus interpersonnelles, donc par rapport aux autres et au monde. Donc c'est vrai que par exemple, moi j'ai une ligne 2 et une ligne 4, donc ma ligne 2, elle est intrapersonnelle, c'est la ligne de l'ermite, c'est vraiment une ligne qui fait que j'ai besoin de beaucoup de temps seul. Tu vois, l'ermite, c'est celui qui va passer du temps dans sa grotte et ça fait que j'ai beaucoup de besoin de temps seul, mais c'est aussi un temps qui me permet de développer mes propres compétences, d'étudier les choses qui me font plaisir, voilà, de construire en fait des connaissances et des compétences basées sur des dons naturels que j'ai. Souvent, les lignes 2, elles ont des dons naturels dont elles ne sont pas forcément conscientes en fait, mais qui sont ce qu'elles peuvent apporter aux autres. Et du coup, de cultiver ça en fait dans un temps solitaire, ça me permet ensuite de pouvoir offrir ça à l'extérieur. Et puis ma ligne 4, c'est un peu l'inverse, c'est une ligne en fait qui a besoin d'une communauté, c'est une ligne qui a besoin d'une fondation solide du point de vue social. Donc c'est des personnes alors soit qui vont être ultra sociales, soit qui vont pas forcément être ultra sociales comme moi, parce que je pense que ma ligne 2, elle influence bien, mais qui vont quand même avoir besoin de se sentir faire partie de communautés, qu'elles soient grandes ou petites, en ligne ou en vrai, etc. Et qui, en fait, dont les meilleures opportunités
vont naître de ce réseau et de ces communautés. En fait, contrairement à ta ligne 5, tu vois, qui va plutôt s'adresser à l'extérieur de sa communauté. Moi, avec ma ligne 4, je suis plutôt faite pour m'adresser à ma communauté, à moi ou à celle que j'ai choisie, quoi. C'est ce qui explique du coup que dans la ligne 5, on va plus être au contact d'inconnus et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, que la ligne 4, c'est plutôt la communauté en fait. Exactement, ouais. Et puis nourrir une communauté qu'on va choisir parce que bah, c'est la bonne pour nous, ou une ou deux ou trois, hein, mais Question que j'avais encore envie de te poser par rapport au profil. Est-ce que du coup, enfin moi c'est ce que j'avais entendu parler, est-ce que tu peux me confirmer que du coup on peut plus avoir d'affinité avec quelqu'un qui a le même profil que le même type? Par exemple, si moi je rencontre un 3-5 qui est manifestor par exemple, j'aurais plus tendance oui. à être avoir d'affinité que si je rencontrais quelqu'un qui est générateur mais qui a pas le même les mêmes lignes que moi. Oui, il y a, en fait, entre les profils, il y a des affinités particulières, effectivement. Bah, quand on a deux lignes en commun ou une ligne en commun, il y a une affinité particulière, effectivement. Après, les types, si tu veux, les types, je pense que c'est pas qu'il y a plus d'affinités ou moins d'affinités. Enfin, disons que si tu as deux personnes du même type, il y a une certaine reconnaissance de l'énergie parce qu'on fonctionne de manière pareille. Après, entre types différents, c'est très variable. Ça dépend aussi beaucoup de comment les personnes vont interagir, de est-ce qu'elles respectent leurs différences d'énergie ou pas. Enfin, tu vois, si tu prends un manifesting générateur et un projecteur, l'énergie est tellement différente. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas s'entendre, mais c'est juste que il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle en fait de la différence et une acceptation et le fait de jouer avec cette différence. Si on s'attend à ce que l'autre fonctionne comme nous et puis que si c'est pas le cas, bah ça se passe mal, bon bah ça va pas fonctionner, ça c'est sûr. Et oui, par rapport au profil, effectivement, il y a des profils qui matchent mieux, on va dire, que d'autres. Et du coup, c'est très très intéressant maintenant qu'on a vu ça, de voir comment, en tout cas dans la sphère professionnelle, on peut s'épanouir. En tout cas, je trouve que dans une gestion d'équipe, c'est un peu comme le MBTI finalement. Quand on est dans une équipe, on interagit avec des profils différents. Comment est-ce que tu vois les choses dans une gestion d'équipe au sein d'une équipe, voilà, dans une entreprise, par rapport au type, par rapport au profil? Comment est-ce qu'on peut s'épanouir en sachant ça? En fait, je pense que ce que le Human Design il nous apporte, c'est vraiment de comprendre ce pourquoi on est naturellement fait, tu vois. Et on n'est pas fait pour tous faire la même chose ou tous fonctionner la même chose. Donc pour moi, en fait, si on connaissait le human design de toutes les personnes dans une équipe, on pourrait mettre chaque personne au bon endroit, au bon poste. Parce que tu vois, si on a un manifestor, par exemple, qui est quelqu'un de super créatif, qui a 10 000 idées à la seconde, et puis qu'on le met à faire des tâches répétitives dans lesquelles il prend aucun plaisir et où sa créativité peut pas du tout se manifester, bah, il va être super triste, il va être super malheureux, il va se sentir bridé. Tandis que si tu le mets je dis n'importe quoi, au département recherche et développement, puis que tu lui dis, bon, bah maintenant, vas-y, sors toutes tes idées parce qu'on a besoin on a besoin de nouvelles idées pour savoir comment faire les choses différemment, pour développer de nouveaux produits ou je sais pas quoi, bah, la personne, elle va juste s'éclater parce qu'elle va être exactement à l'endroit qui lui permet d'exprimer en fait son énergie. Pareil, en fait, si tu prends un projecteur qui a besoin en fait d'une certaine reconnaissance de la part des autres, qui a besoin de pouvoir exprimer ce qu'il voit pour guider, si tu le mets à un endroit où personne le voit et où son être est pas du tout reconnu, il va être malheureux et il va développer de l'amertume et il va se sentir pas bien, quoi. Alors que si tu le mets à un poste où tu lui dis, OK, ben, on a besoin de toi pour savoir dans quelle direction aller, enfin, tu vois, euh, qu'est-ce que tu vois et comment est-ce qu'on peut faire les choses mieux et même, tu vois, en tant que projecteur, je pense qu'un projecteur, directeur ou directrice des ressources humaines, ce serait parfait parce que c'est quelqu'un qui voit les gens, qui voit comment les gens fonctionnent et où est-ce que leur potentiel pourrait s'exprimer. Du coup, je pense qu'un projecteur RH, il s'éclaterait, quoi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses, de mettre les gens au bon endroit pour que leur potentiel puisse s'exprimer. Et je pense que ben, pour les lignes de profil, c'est pareil. La ligne de profil 1, par exemple, c'est des personnes qui adorent creuser des sujets en détail, étudier à fond, tu vois, tout savoir sur un sujet, devenir des encyclopédies du sujet qui les passionne et tout. Donc si tu les mets dans un poste comme ça,
où en fait leur connaissance et l'accumulation de savoir qu'ils ont va être valorisée, bah, ça va être génial. La personne, elle va être juste au bon endroit. Toi, en tant que ligne 5, si on te met à un endroit où tu vas pouvoir proposer toutes les choses innovantes qui te viennent à l'esprit et puis voilà, donner de nouvelles idées, ben tu vas être aussi au bon endroit. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça, d'utiliser les forces de chacun au bon endroit. Enfin, soit il faudrait recruter les gens. Je sais pas si ce serait une très bonne idée, mais bref, on pourrait imaginer recruter les gens en leur faisant passer une analyse du human design pour savoir si où est-ce qu'ils seraient bien en fait dans une entreprise. Parce que je pense qu'une fois que tu as formé une équipe, c'est un peu difficile de rebrasser toute l'équipe en disant ah non là toi t'es mieux là, toi t'es mieux là. C'est un peu compliqué, mais je pense, enfin pour moi c'est plus soi-même, apprendre à se connaître soi-même pour se mettre soi-même dans une situation qui va nous convenir. Tu vois, c'est pas tellement que les autres nous mettent dans une situation positive, mais c'est plutôt si moi je me connais, je sais ce dont j'ai besoin, je sais là où je suis bonne, douée, etc. Ben, je vais essayer d'aller me postuler à des endroits où je sais que ce que je suis va être valorisé. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et par rapport aux différents profils, du coup, est-ce qu'il y a des métiers qui sont peut-être portés sur différents profils? Alors, je sais bien que, par exemple, le projecteur, c'est un très très bon accompagnant, par exemple, mais est-ce qu'il y a des métiers qu'on peut donner en général pour certains profils ou pas? Pas tellement en fait, pas tellement, parce que le human design, il va pas te dire tu es fait ou faite pour tel métier, il va plutôt te dire voilà comment tu fonctionnes et du coup, quel métier est-ce que tu pourrais trouver pour t'épanouir avec ce fonctionnement. Alors effectivement, les projecteurs, de par leur faculté de guidance, ils vont être bons comme coach ou comme accompagnant, etc. Mais ça veut pas dire que les autres types vont pas pouvoir s'épanouir en tant que coach ou accompagnant. Tu vois, ce serait un peu réducteur. Peut-être que les autres types, ils ont d'autres choses dans leur charte qui vont faire qu'ils sont des super bons coachs ou accompagnants. Par exemple, si t'es coach, en fait, les centres, on n'a pas trop parlé des centres énergétiques, mais les centres non définis, donc où on va réceptionner l'énergie de l'autre, c'est des atouts incroyables pour le coaching parce que c'est à travers ces centres-là qu'on va pouvoir recevoir l'énergie de la personne en face. Et si nous, on la reçoit de la bonne manière, on va pouvoir la restituer à l'autre et l'aider en fait à guider son énergie. Et ça, on n'a pas besoin d'être projecteur pour le faire. Et puis au contraire, les centres définis, donc où on a notre propre énergie et on va la projeter vers l'extérieur, ça, c'est des centres à partir desquels on peut enseigner, on peut former les autres parce que enseigner et former les autres à partir d'une énergie qu'on possède pas soi-même de manière stable, c'est un petit peu compliqué. Par contre, enseigner et former à partir d'une énergie qui nous appartient, qu'on a appris à maîtriser, à gérer et à travailler, ça c'est quelque chose qu'on peut transmettre aux autres. Et on peut surtout transmettre ça à ceux qui ont ce centre non défini et qui, eux, ont pas cette connaissance de comment on gère cette énergie en particulier. Donc tu vois, il y a pas, c'est pas que une question de type. Après, c'est pour ça que je dis que l'ensemble de la charte est importante par rapport à se demander, ok, dans quel milieu professionnel est-ce que je serais bien. Il y a aussi des portes et des canaux, par exemple, qui font que les gens ont un énorme besoin d'indépendance. Donc ça, c'est des gens, alors peu importe le type, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de peine à être sous la direction d'une hiérarchie qui leur laisse pas d'espace, tu vois, où ils vont pas pouvoir travailler comme ils veulent. Et là, ils vont être super malheureux s'ils sont vraiment sous une espèce de chape qui les empêche de faire les choses comme ils veulent. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui nous parlent de nos besoins. Et du coup, ben, qu'est-ce que je pourrais trouver comme métier qui puisse répondre à ces besoins, mais aussi qui soit intéressant pour moi, parce que tu vois, les générateurs comme toi, vous répondez avec votre centre sacral à ce qui vous procure de la satisfaction faction et de la joie. Et un métier qui, toi, te ferait kiffer, il ferait pas kiffer un autre générateur, tu vois, même si peut-être que vous auriez une énergie favorable pour ce métier. Qu'après, c'est aussi une question voilà, de goût personnel par rapport à ce qu'on a envie de faire ou pas. Oui, du coup, tu parles d'informations sur la charte. Justement, quelles sont les informations que toi tu pointes quand tu reçois une personne, bah voilà, qui est en recherche d'épanouissement professionnel, par exemple? Alors, je pense que ce que je l'aide à comprendre d'abord, c'est sa dynamique énergétique. C'est quelle énergie elle a en elle. En fait, dans le Human Design, il y a 4 centres moteurs en plus du centre sacral dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, en fonction
du nombre de centres moteurs et desquels sont activés ou non chez la personne, en fait, ça va changer quelque chose dans sa dynamique énergétique. Donc, quelqu'un qui a énormément d'énergie, tu vois, qui a plein de centres définis, eh ben, c'est une personne qui va avoir besoin de dépenser cette énergie. Quelqu'un qui a très peu de centres définis, c'est quelqu'un qui va avoir plus de difficultés à faire des choses très demandantes, etc. Donc, déjà, comprendre son énergie, ça permet de pas se mettre dans des situations où on va se retrouver à devoir faire trop par rapport à nos capacités. Et c'est pas un jugement de valeur, hein. Je pense que des personnes qui n'ont pas forcément une énergie débordante, elles vont avoir d'autres choses à apporter qui sont tout aussi importantes. Donc, je pense qu'il y a cette histoire-là. Il y a aussi tout ce on n'a pas trop parlé de l'autorité, mais ça, c'est vraiment la manière dont on peut décider si quelque chose est juste et aligné pour nous ou pas. Et donc, je pense que cette autorité, elle est très importante pour décider de la direction qu'on veut prendre, accepter ou non une offre d'emploi. Tu vois, si ou je sais pas si tu fais des recherches d'emploi et puis tu te retrouves devant une offre de dire ok, est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette aventure là, et puis ensuite si on te la propose de dire est-ce que je veux l'accepter ou pas. Voilà, ça c'est des choses de on a tendance à beaucoup décider avec notre mental, et ce que le Human Design nous dit c'est que c'est pas une bonne idée parce que notre mental il est influencé par justement toutes ces énergies qu'on va capter de l'extérieur et qui nous conditionnent. Et en fait notre mental il est jamais bon conseiller quand il s'agit de décider pour nous-mêmes. Pour analyser les choses pour les autres, c'est super, mais pas pour nous. Et du coup, on a tous une petite voix intérieure, en fait, qui vient de notre corps, qu'on appelle l'autorité, justement, et qui est là pour nous guider si oui ou non quelque chose est OK pour nous ou pas. Donc, évidemment, c'est pas pour les toutes petites décisions du quotidien, mais choisir une direction professionnelle, s'engager dans un poste, etc., c'est pas une petite décision, c'est quand même une décision importante dans une vie. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile de savoir écouter en fait cette voix qu'on a en nous et qui nous guide. Je pense que ouais, tous les aspects de la charte en fait sont utiles pour quelqu'un qui veut enfin qui a une problématique comme ça qui tourne autour de sa vie professionnelle. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir une information en plus si on veut. Enfin, moi, en tout cas, en tant que générateur, je sens directement quand une offre n'est pas, je sentais que c'était pas directement fait pour moi et je le sentais au niveau des tripes, mais en plus, je ne savais pas à l'époque que j'étais générateur. Et souvent, on va outre ce ressenti parce qu'on se dit il faut faire ça, enfin voilà, on se place des injonctions et donc quand on va contre ce ressenti, ça se passe pas super bien. Exactement, c'est toute l'histoire du mental où on a l'habitude, tu vois, de peser le pour et le contre, de se dire oui, mais si je vais dans ce job, alors peut-être que ça, il y aura ceci, cela, enfin, tu vois, et non, comme tu dis, ben, souvent, si ça correspond pas vraiment à ce qui est bon pour nous, ben, ça va pas bien se passer ou ça va nous épuiser parce qu'on va se retrouver dans des situations qui sont pas correctes pour nous, etc. Et je pense que pour moi, le Human Design, il met le doigt sur plein de choses qui peuvent expliquer aussi le fait qu'il y ait tellement de burn-out et d'épuisement au travail. Je pense que ouais, il y a tellement de gens qui sont soit pas au bon endroit par rapport à ce qu'ils sont, soit qui voilà qui ont pas accepté un emploi pour les bonnes raisons. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça qui expliquent pourquoi on se retrouve épuisé ou pas d'ailleurs dans un job quoi. C'est super que tu parles du burn-out et du bore-out, enfin du burn-out, il y a le bore-out aussi, Ouais. parce que du coup je me disais, on en avait parlé quand on parlait des profils, est-ce qu'il y a des profils qui sont qui vont plus développer ce genre de type de problématique comme le burn-out? Moi j'ai plus développé un bore-out parce que Mhm. on me donnait pas assez de responsabilités, donc du coup je m'ennuyais, mais au niveau du burn-out, est-ce qu'il y a plus de profils qui vont développer cette problématique-là? Alors, par rapport aux lignes de profil, pas forcément, mais par rapport aux types, oui. Clairement, les trois types qui sont ce qu'on appelle non sacro, donc qui n'ont pas le sacral défini, les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs, clairement. Parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, à la base, ils sont pas faits pour le rythme qui est imposé aujourd'hui. Alors, si tu prends mon exemple, par exemple, en tant que projecteur, j'ai beaucoup de chance parce que mon métier, je subis pas de pression dans mon métier. Tu vois, en tant que bibliothécaire, voilà, je suis toute seule à gérer ma bibliothèque. Donc déjà, ça pour ma ligne 2, c'est parfait parce que je suis toute seule dans ma petite grotte, tu vois, dans ma petite bibliothèque. Et j'ai pas de pression
extérieur qui m'impose un rythme, etc. Et voilà, tant que je gère ma bibliothèque et puis que les choses se passent bien et puis les usagers sont contents, etc., bah, c'est OK. Je sais que moi, si je m'étais mis dans un job ou une situation où j'avais des impératifs de productivité ou d'efficacité ou je sais pas quoi et que je devais bosser comme une malade 10 heures par jour sans m'arrêter, je tiendrais pas, tu vois, je craquerais, ce serait fini, quoi. J'ai rencontré une autre personne récemment je connais pas son type, mais qui était, je pense qu'elle est non sacrale et qui était enseignante à 100% et qui me disait, mais moi j'aimerais être enseignante à 50% parce que 100% c'est trop. Et c'est pas qu'elle est une mauvaise enseignante, tu vois, c'est pas que c'est pas, et c'est des personnes, je pense que à 50% elles peuvent être des super enseignantes et puis c'est ok. Mais on est dans une société où on te dit, ah bah non, si t'es pas à 100% à fond, c'est pas où, ça va pas. C'est que t'es pas assez productive ou compétente ou je sais pas quoi, alors que non. C'est juste que... Donc je pense que oui, les trois types non sacros, c'est vraiment des personnes qui doivent faire attention au rythme, en fait, aux impératifs, en fait, qu'on va leur poser dans leur job pour pas se retrouver dans des situations où ils sont submergés. Après, les personnes sacrales comme toi, générateur, manifesting générateur, si ils se mettent dans des situations, dans des jobs, dans des activités qui sont pas un oui pour justement cette voix intérieure, cette voix du sacral, euh, ils sont aussi susceptibles de tomber dans le burn-out ou éventuellement le bore-out, parce que leur énergie, en fait, elle se déploie quand c'est quelque chose qu'ils aiment faire, qu'ils ont envie de faire, qui est satisfaisant, tu vois, qui leur apporte de la joie. Toutes les personnes qui se retrouvent dans un endroit ou dans une situation où c'est bof, où ils prennent pas de plaisir à leur job, où ils voient pas de sens, etc., ils ont beau avoir un sacral défini, ça va pas beaucoup les aider et potentiellement ils vont aussi s'épuiser. Ça, c'est des points importants. Pour l'avoir vécu, enfin, moi j'ai jamais vécu de burn-out, j'ai plutôt vécu du bore-out et ça épuise tout autant parce qu'on n'est pas assez stimulé, du coup bah c'est pas top quoi, alors qu'on a ce potentiel finalement de générer pas mal de choses quoi en tant que générateur, donc vive l'inverse, des fois c'est pas c'est pas top non plus. Ouais, c'est clair. Ouais, puis ta ligne 3, elle a besoin d'expérimenter, de faire des choses nouvelles, etc. Ta ligne 5, elle a plutôt quand même une position un peu de leader pour amener des nouvelles choses. Donc, si t'es dans une situation où on te demande rien et où tu peux rien apporter, bah, tu brides, en fait, ton énergie, quoi. Ouais, et puis je vois la différence maintenant en faisant quelque chose que j'aime. L'énergie, elle est beaucoup plus présente en fait. Mais quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on est vite fatigué, on est vite épuisé parce que ça nous plaît pas. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, bah finalement c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouais aligné en tout cas. Ouais, c'est clair. Du coup, si tu avais dans ton parcours professionnel, dans ton parcours d'entrepreneur, si tu avais 3 conseils à donner à nos auditeurs pour s'épanouir dans la sphère professionnelle en général ou par rapport au human design, quels seraient ces conseils? Je dirais, pour commencer, bien se connaître. Parce que je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai pas appliqué. En fait, tu vois, moi, à 18, 20 ans, quand j'ai dû décider ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, en fait, j'avais aucune idée déjà. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. Et je pense que je me connaissais pas du tout assez bien. Je suis pas quelqu'un qui me suis mis très jeune à réfléchir à plein de choses et à me poser plein de questions sur la vie et sur moi-même, tu vois, j'avais plutôt une attitude assez passive et du coup, bah, voilà, on m'a dit, ah, bah, t'as des bonnes notes à l'école, tu dois aller à l'université et puis, comme j'avais fait un bac scientifique, on m'a dit, oh, bah, va en truc, faire quelque chose de scientifique. Alors bon, j'ai été faire de la biologie, pourquoi pas, mais tu vois, c'était pas particulièrement un kiff incroyable. Enfin, c'était chouette, j'ai appris des trucs, j'ai lu la botanique, c'était sympa, mais tout ça, c'était absolument pas basé sur ce dont j'avais envie, sur ce que j'étais, en fait. Et moi, il m'a fallu 10, 15, presque 20 ans pour vraiment me dire, je sais qui je suis. Et maintenant, alors bon, c'est toujours, évidemment, avec la maturité, c'est toujours plus facile. Ça permet de se lancer plus rapidement dans des choses qui nous épanouissent et qui sont alignées avec nous-mêmes. Et moi, j'admire toujours les personnes qui très jeunes ont des passions et qui se lancent dedans et qui du coup toute leur vie font un truc qui est génial et qui leur apporte plein de joie. Et je me dis mais quelle chance en fait de trouver ça rapidement.
Donc ouais, je dirais la première chose est vraiment essayer de bien se connaître pour et aussi se connaître du point de vue énergétique, tout ce qu'on vient de dire avec le human design pour aussi ne pas se mettre dans des situations qui nous conviennent pas en réalité, dans lesquelles on n'a pas les capacités naturelles pour faire ce qu'on nous demande. Je dirais ne pas oublier aussi de se nourrir à côté de notre vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle, c'est une chose, mais la vie à côté, elle est super importante aussi. Et je pense qu'on peut supporter, entre guillemets, une vie professionnelle qui est pas idéale si à côté, on se nourrit comme il faut. Et je pense que c'est un équilibre entre les deux. Alors si on trouve un job qui est une passion, comme je viens de dire, et qui nous nourrit complètement, bah c'est génial, tu vois, tant mieux. Et puis t'as des gens qui sont comme ça, puis qui ont rien envie de faire d'autre que leur job parce que c'est parfait. À ce moment-là, c'est top, quoi. Mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre et de trouver en fait à côté de notre vie professionnelle des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qui nous régénèrent, qui nous permettent aussi de décharger l'énergie qu'on va peut-être emmagasiner en fait dans notre vie professionnelle. Et là, je parle surtout des personnes qui n'ont pas le sacral défini, mais aussi des autres. En fait, par tous nos centres non définis, on va sans cesse capter l'énergie des gens qui sont autour de nous. Et en fait, c'est une énergie dont on doit régulièrement se délester. Sinon, en fait, on reste conditionné en fait par des choses qui nous appartiennent pas. Donc, je pense que les activités, enfin, la vie professionnelle, c'est quand même un des moments, enfin, ça prend beaucoup d'heures dans notre vie et puis souvent on est entouré de pas mal de gens. Donc, je pense que c'est important d'avoir des activités ou des moments pour se délester de cette énergie et se retrouver soi-même, juste avec soi, pour savoir qui on est en dehors de toutes ces influences extérieures d'une certaine manière. Euh, et puis, ouais, peut-être revenir à l'idée de l'autorité dont on parlait tout à l'heure. En fait, apprendre à écouter notre voix intérieure pour faire les bons choix. Que ce soit quand on s'engage dans un chemin particulier, une voie professionnelle particulière, ou même à l'intérieur d'un job, arriver à accepter ou ne pas accepter les choses qui sont pas correctes pour nous. Alors on n'a pas toujours le choix, je dis pas que c'est toujours facile, mais il y a aussi des fois où on va accepter des choses parce que mentalement on se dit ah oui, mais si j'accepte, il y aura ceci, ou les gens ils vont penser ceci ou cela de moi, etc. Alors que en réalité, c'est pas du tout aligné avec nous-mêmes. Donc je pense que arriver à identifier ce qui est bien et aligné ou pas pour nous, c'est important pour pas se mettre dans des situations qui sont délétères. Ben, merci pour ces 3 conseils. Qui sont totalement pertinents et dont j'adhère absolument parce que ça me parle également. Du coup, on arrive à la fin tout doucement de cette interview. On va un petit peu parler de ce que toi tu proposes, puisque tu proposes des accompagnements. Est-ce que tu peux nous en parler? Mhm. Alors pour l'instant, je propose 2 types d'accompagnement. Le premier, il s'appelle Être serein et ça c'est vraiment l'accompagnement de base en fait pour découvrir son human design. Donc c'est un accompagnement où je vais faire une analyse complète de vraiment des choses les plus importantes de la charte d'une personne. Donc ça se fait sous forme d'un carnet en PDF de quelques dizaines de pages en fait qui va analyser la charte de la personne et puis on fait 2 appels Zoom à côté pour discuter de cette charte, analyser, répondre aux questions, etc. Donc c'est un accompagnant comme ça de 2 séances plus un support écrit. Donc là, c'est vraiment l'idée de tout ce qu'on vient de dire, de mieux se comprendre, de découvrir davantage comment on fonctionne, etc. Et puis, j'ai un deuxième accompagnement qui s'appelle Relations sereines, parce que je pense que le Human Design, c'est très très précieux dans les relations aussi. Que ce soit évidemment les relations de couple, mais aussi parents-enfants, et même entre collègues, ou bien au sein d'une organisation professionnelle. En fait, tu peux faire ce qu'on appelle des chartes composites entre 2 personnes. Donc en fait, c'est une sorte de synthèse des 2 chartes qui en dit beaucoup en fait sur la relation entre les 2 personnes. Et donc mon accompagnement relation sereine, en fait, elle permet d'aller voir en profondeur une relation que la personne veut travailler ou veut comprendre, ou que les 2 personnes ensemble veulent comprendre, pour voir un petit peu ce qui est en jeu et puis comment les gens peuvent mieux se comprendre et puis mieux être ensemble, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, etc. Donc ça, c'est le deuxième accompagnement. Et puis d'ici quelques mois, pas trop longtemps j'espère, j'aurai un 3e accompagnement qui s'appellera Business Serein, où là c'est vraiment pour les personnes qui ont envie
de se lancer principalement dans l'entrepreneuriat en ligne, parce que c'est ce que je connais, et vraiment de faire ça de manière alignée avec ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, plus j'avance moi dans mon propre chemin, plus je me rends compte que on nous propose des tas de méthodes, tu vois. Ça, c'est la méthode qui marche, il faut faire ça, il faut faire les choses comme ça, etc. Et oui, ça marche pour certaines personnes, mais pas pour d'autres, parce que comme on l'a vu, on est tous uniques, on est tous différents, et ce qui marche pour certains marche pas forcément pour d'autres. Et plus je creuse la charte en Human Design, plus je me rends compte qu'il y a des tas d'informations qui nous aident en fait à construire une activité professionnelle indépendante d'une manière qui est vraiment juste pour nous, et du coup qui va mieux fonctionner que si on fait des choses qui sont en désaccord avec ce qu'on est. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'expérimente moi-même et j'espère avoir cette offre bientôt aussi pour aller voir du côté plus professionnel comme ça. Super, ben ça me parle en tout cas. Enfin, si tu parles d'alignement, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est un mot moi qui me tient à cœur aussi et j'en parle d'ailleurs dans le podcast. Donc ça se connecte en tout cas. Avant de clôturer cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que je n'ai pas dit? Bah écoute, bah déjà merci beaucoup pour ton invitation parce que ça me fait super plaisir de discuter de ça avec toi. Et puis bravo en fait de vraiment parler de toutes les choses parce qu'il n'y a pas que le human design, il y a des tas de choses en fait qui nous permettent de mieux naviguer dans la vie, de mieux nous comprendre et du coup évidemment d'être plus confortable dans notre vie professionnelle. Et je pense que c'est tellement important parce qu'évidemment notre vie professionnelle elle prend beaucoup de place, enfin dans notre vie quotidienne. Malheureusement peut-être, je sais pas, mais autant être confortable et bien dans notre situation professionnelle. Donc bravo d'aider les gens en fait à essayer de faire ça de manière plus alignée et voilà, moi j'aurais bien voulu avoir ce genre de connaissances quand j'étais jeune pour me dire Aline, où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que tu veux faire les choses? Est-ce que vraiment tu es sûre que c'est ça qui est fait pour toi? Voilà, quel métier est-ce que tu imagines faire toute ta vie, etc. Parce que c'est des questions qui sont pas évidentes. Oui, et Donc, puis je me dis que en tant que 3-5, finalement, je reste dans l'exploration puisque j'aborde divers thématiques et c'est vraiment ça qui me passionne. On va aller explorer vraiment différentes thématiques et d'outils de connaissance de soi qui peuvent permettre finalement de devenir plus épanoui dans sa vie en général et surtout dans sa vie professionnelle. Donc, je crois que c'est important et moi, ça me passionne. Donc, voilà. Ouais, et je pense que tout ce qui peut permettre de mieux nous connaître, quelle que soit la méthode, enfin, je sais que moi, la méditation et le bouddhisme tibétain, ça a aussi été une clé immense pour moi. Enfin, j'ose même pas imaginer quel adulte je serais devenue sans ça, tu vois. J'ai rencontré ça à 21 ans, quoi. Donc ouais, tout ce qui peut nous aider à mieux nous connaître et mieux nous comprendre, c'est tellement précieux. Donc effectivement, c'est génial que tu proposes tout ça. Oui, et l'idée de sortie de cadre, c'est vraiment, c'est le processus de l'adulte en fait. C'est de sortir du cadre qu'on nous a imposé pour créer son propre cadre à soi en fait. Pour moi, c'est vraiment le voyage de l'adulte. Voilà, donc je te remercie en tout cas de nous avoir offert ton temps, tes informations. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre? Oui, alors j'ai un site web qui est alinemorer.com, Aline Maurer.com tout collé. Après, je suis surtout active sur Instagram parce que c'est un réseau que j'aime bien. Donc voilà, sur mon site, tout en bas de mon site, il y a quelques photos de mon feed Instagram et puis vous pouvez y accéder. C'est Human Design du bas Aline. Donc voilà, c'est les deux endroits principaux où on peut me retrouver. Super, ben je mettrai tous nos auditeurs s'ils veulent finalement avoir un accompagnement auprès de toi parce que l'human design c'est hyper riche et avec toi on va vraiment aller plus dans un accompagnement personnalisé et c'est ça qui est très chouette en tout cas. Ouais, avec plaisir. Donc merci et à très bientôt. Merci à toi Sarah, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des réflexions, des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire sur Apple Podcast ou vous pouvez également me contacter via l'adresse email. Pour retrouver Aline sur ses réseaux, sur son site, je vous ai indiqué tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Si le cœur vous en dit bien sûr, n'hésitez pas à soutenir l'épisode en mentionnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée.
En attendant, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.